D'après vous, quelle est la différence entre un homme qui va voir ailleurs et une femme qui fait pareil? Et est-ce que ces tromperies ont les mêmes causes et les mêmes conséquences sur le couple? Ah, la fidélité est inscrite dans notre culture. C'est pas comme ça dans toutes les cultures. Bon, alors si on part déjà avec ce principe-là, pourquoi est-ce qu'on va voir ailleurs? Vous m'avez posé la question, est-ce que c'est la même chose pour un homme ou pour une femme? Oui, pour un homme ou pour une femme. Non, c'est pas comme ça que je poserai la question. Vous la poserez comment? Pourquoi est-ce qu'on va voir ailleurs? On a des raisons conscientes et puis on a des raisons inconscientes. Et souvent, quand les couples arrivent en crise parce que l'un a découvert l'infidélité de l'autre, souvent celui qui a été ou celle qui a été infidèle dit mais moi je sais pas pourquoi. Et c'est sans doute vrai. Et l'autre veut absolument comprendre, parce que l'autre se sent blessé narcissiquement, il m'aime plus, il trouve que l'autre est mieux que moi, etc. Pourquoi est-ce qu'on va voir ailleurs? Parce qu'on s'ennuie dans son couple? Parce que par nature, on est polygame? Enfin, par nature. Ça peut arriver, je ne sais pas si c'est une nature, mais je crois que naturellement, on serait plutôt... On n'a pas envie de rester fidèle physiquement à la même personne toute sa vie. Enfin, j'en sais rien. Est-ce que c'est parce que je m'ennuie? Est-ce que c'est pour me prouver que je peux plaire? Que je suis intéressant, que je suis intéressante, que je plais à d'autres femmes, que je plais à d'autres hommes? J'ai l'impression que je ne plais plus à mon mari, que je ne plais plus à ma femme, donc je vais voir comment ça se passe ailleurs. Est-ce que c'est pour me prouver que je suis toujours compétente, que je suis capable, pas seulement de plaire, mais aussi de faire l'amour, entre guillemets, hein, et d'avoir du plaisir avec quelqu'un d'autre, si j'en ai plus avec mon partenaire? Voilà. Toutes ces raisons sont des bonnes et des mauvaises. Ça dépend comment vous les regardez. Si vous les regardez du côté de l'humain, c'est des bonnes raisons. De la morale, c'est des mauvaises. Mais bon, moi, je ne suis pas spécialiste de la morale. Hein. C'est pas mon job. C'est pas mon job. Et puis, il y a des choses qui sont intéressantes. Quelquefois, c'est... Oui, je t'ai été infidèle, mais ce n'est rien, ce n'est pas important. Mais moi, je t'aime. Et moi, je t'aime. Et je me demande quelquefois si c'est pas pour éprouver, tester et éprouver l'amour de l'autre en disant je te fais ça, mais tu restes avec moi. Mais je veux que tu restes avec moi. Je trouve que c'est pas très conscient. Hein. Non, mais c'est très narcissique. Hein. Ah oui, nous sommes presque tous des êtres narcissiques, bien sûr. Alors, dans notre culture, on est quand même très imprégné de notre culture et de notre éducation. Il me semble qu'on accepte mieux que les hommes trouvent plus normal de tromper leur femme que l'inverse. On rencontre des hommes qui trompent leur femme et qui viennent éventuellement sans le dire à leur femme et consulter ici, qui disent je suis ennuyée, ou etc. Ou alors je suis partagée parce que voilà, j'ai une maîtresse depuis 3 ans, mais là, ou elle me demande de choisir, ou alors il faudrait que je choisisse, etc. Je ne sais pas quoi faire Madame Planche, mais j'ai des femmes aussi qui viennent me dire ça aujourd'hui. Plus aujourd'hui qu'il y a vingtaine d'années. Et moi je leur dis ah oui mais vous savez éventuellement il va me dire vous savez avec ma femme il n'y a plus de sexualité depuis 1 an, 2 ans. Et moi je dis et votre femme elle a personne d'autre? Ah non pas du tout. Souvent j'entends ça. Alors que une femme va saisir plus vite que son homme entre guillemets la trompe ou être avec quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de couples, enfin, je ne suis pas sociologue, je n'ai pas fait statistique, mais il y a beaucoup de couples qui ont une relation à 3. Mais il y en a un qui ne le sait pas, quoi. Par exemple, monsieur a une femme et une maîtresse. Et, enfin, il croit que sa femme ne le sait pas, par exemple. Ou elle le sait ou elle ne le sait pas, j'en sais rien. Mais enfin, il y a plein de cas de figure comme ça. Il y a l'officiel, c'est ma femme, c'est mon mari. Et puis il y a l'officieux. Et il y a deux voies différentes. Le couple
qui décide qu'il faut être sincère et tout se dire et qui le dit à l'autre à un moment donné, ça fait des clashs. Oui, ça massacre la famille, général. je pense. Et puis, mais c'est par franchise. Ils pensent que c'est bien. Et je vais entendre madame ou monsieur dire « Oui, mais je suis contente qu'il me l'ait dit, alors que je souffre. » Et puis, il y a d'autres couples où, surtout, le respect de l'autre, c'est l'inverse, c'est le secret. Pour ne pas perturber le partenaire. Moi, j'ai pas de réponse. Hein. Ça dépend des familles, je pense, ça dépend des couples. Ça dépend des personnes, ça dépend des familles. Quel est le contrat implicite du couple? Est-ce que notre contrat, c'est de rester toujours ensemble quoi qu'il arrive? Est-ce que ça a été dit explicitement ou pas? Tout est possible. C'est tout à l'heure, je vous disais, je ne sais plus à quelle question, mais tout est possible. Il y a tous les cas de figure. Et on vit tout ça plus ou moins bien, oui. Dans tous les cas, la tromperie, je ne pense pas que c'est une chose qu'on peut vivre bien. On est blessé de toute façon. Il y a une blessure narcissique. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'on se pose toujours les questions, est-ce que c'est à cause de nous? Est-ce que c'est nous qui ne sommes pas bien? Est-ce que... Voilà. Et quelquefois, je me souviens d'un patient qui m'avait dit écoutez, Madame Planche, mais c'est pas parce que votre femme vous fait bien la cuisine qu'on n'a pas envie d'aller au restaurant de temps en temps. Mais c'est horrible dit comme ça. Non, mais c'était joli quand même. Oui, c'est joli, effectivement, mais... Parce qu'il était en train de me dire que de temps en temps, il avait besoin d'aller voir ailleurs, comme vous dites, c'est une sale expression, je vois ailleurs, hein, d'aller avoir une petite aventure avec une autre femme qui passait là et qui était un joli fruit à regarder. Et en même temps, il ne voulait pas du tout mettre en question, il aimait sa femme, alors c'est pas les mêmes amours, hein. Et il aimait sa femme, il voulait rester avec elle, il avait construit ce couple et sa famille, et de temps en temps il s'offrait un petit péché, une petite friandise, un restaurant. Oui, un restaurant, oui. Mais je trouvais que c'était assez joli parce qu'il faisait souffrir personne. Moi je trouve que personnellement, il me semble que c'est... Enfin, l'idée générale, ça serait de faire souffrir personne. Oui, effectivement, c'est le bon principe. Mais c'est plus du Cécile Planche que la psychologue qui répond ça. Je ne sais pas très bien quelle est la part des choses. Bon. Et ensuite, oui, de quel sentiment il s'agit, à quelle étape de ma vie je suis, est-ce que avant de me mettre en couple, je la trompe déjà 10 fois, est-ce que j'ai 50 ans et que c'est la première fois de ma vie, est-ce que vous me posez des questions auxquelles je ne peux pas répondre parce que chaque situation est une situation particulière et des réponses générales, je donne des petits exemples pour savoir que, pour bien faire saisir qu'il n'y a pas de réponse générale. Bien sûr, c'est différent à chaque fois. Oui. Chaque couple construit sa manière d'être ensemble. Certains se sentent trompés simplement parce que madame fantasme sur quelqu'un d'autre, alors que c'est où elle a une espèce de sentiment amoureux envers quelqu'un de son bureau, c'est complètement platonique, et le mari en fait une crise de couple. Il y a des sociétés... où il semblait que dans l'Égypte ancienne, sur des bas-reliefs, on voyait, j'ai entendu une fois un documentaire comme ça, on voit un couple debout faire l'amour avec des enfants qui jouent à côté, et les archéologues interprètent ça comme dans cette Égypte où il y avait les moments de fertilité avec les crues du Nil et les moments de disette, eh bien il était important d'avoir plein d'enfants, d'être fertile et d'avoir plein d'enfants. Donc on pouvait faire, ils en arrivaient à des espèces de conclusions. Je sais pas du tout, je suis pas archéologue et c'est peut-être pas complètement vrai, mais que justement il fallait faire des enfants partout, donc on faisait l'amour avec tout le monde, ça ne posait aucun problème. Je pense qu'il y avait des sociétés comme ça, où il y a d'autres règles que celles d'autres codes que celles de nous, de notre société, où on doit être un couple fidèle, en amour et en sexe pour toujours. Mais ça dépend des cultures. Il ne faut pas se leurrer, c'est pas...
Est-ce qu'il y a des méthodes pour ne pas stagner après le divorce, après le traumatisme créé par le divorce? Comment est-ce qu'on peut laisser le passé dans le passé et se dire qu'il y a une possibilité de retrouver un nouvel amour et de se reconstruire? D'abord, c'est obligé d'accepter cette perte. C'est une perte. La plupart des personnes vivent le divorce comme un échec. Qu'on l'ait initié ou qu'on l'ait subi, à mon avis, on est les deux impliqués pour se séparer. Il y en a un qui prend la décision, qui est manifeste, mais d'une façon latente, l'autre aussi l'a initié ou l'a provoqué. C'est un traumatisme, c'est un échec, et qui est d'autant plus grand qu'il peut faire écho à des traumatismes de séparation, d'abandon et de perte dans la petite enfance. Plus il y a eu des traumatismes forts dans la petite enfance, on en a tous, il a toujours fallu se séparer de nos parents plusieurs fois dans notre vie. Le premier traumatisme, c'est la naissance. Première séparation, ensuite quitter le sein, mais à chaque séparation, c'est une promotion dans la vie parce que vous quittez le sein, mais vous apprenez à marcher et vous pouvez faire courir votre mère derrière vous. Vous allez à l'école, vous quittez la famille, mais vous apprenez à avoir des copains. C'est l'évolution. Oui, c'est l'évolution. Et il faut quitter son enfance pour devenir adolescent, il faut quitter son célibat pour vivre en couple. On a des séparations tout le temps qui nous aident à grandir, à devenir de plus en plus autonomes. Mais au fur et à mesure, c'est une promotion aussi, parce qu'on entre dans la société des humains, dans le social, on apprend à être responsable de soi-même, ça a aussi des avantages. Mais quelquefois, les séparations ont été mal faites, soit parce que l'adulte n'a pas assez bien accompagné l'enfant, ou soit inviter l'enfant à se séparer trop rapidement, ou au contraire, l'empêcher de se séparer. Hein. Il y a de tout chez les parents. Hein. Il y a ceux qui retiennent et puis il y a ceux qui poussent dehors trop fort. Et s'il y a eu des traumatismes dans la petite enfance, bien, la perte et la séparation du divorce va réveiller ce traumatisme-là. Il n'y a pas beaucoup de choix d'autre que de l'accepter, puis de travailler sur soi-même et sur ses traumatismes pour pouvoir le mettre dans le passé et pour pouvoir investir à nouveau d'autres relations, d'autres amours peut-être pas, ou d'autres façons d'aimer, ou d'autres façons d'être en couple aussi. Enfin, ça nous apprend des choses sur nous-mêmes. Très souvent, les personnes qui se remarient se retrouvent dans le contexte d'une famille recomposée. Est-ce qu'une famille recomposée a besoin d'autres codes de communication à l'intérieur de la famille par rapport à une famille, disons, classique? Alors, une famille classique, je ne sais pas ce que c'est. Une famille traditionnelle, si on reprend les choses en arrière depuis 50 ans, les mariages, les non-mariages, les choses ont il y a toutes sortes de couples, de vie ensemble qui ont complètement changé. À l'époque de mes parents, on restait mariés toute sa vie. À mon époque, dans les années 70, on se séparait à l'adolescence des enfants ou après l'adolescence. Aujourd'hui, moi je vois des couples qui se séparent alors qu'ils ont un enfant et ils n'ont que 3 années de couple. Et puis il y a même des éventuels futurs pères qui s'en vont avant que l'enfant soit né. Alors, plus on est séparé, plus on divorce, enfin divorcé ou séparé en tout cas, pas que c'est séparé, enfin, plus on est jeune, plus on risque de se retrouver avec quelqu'un qui a aussi un enfant ou 2 enfants et on met tous les enfants ensemble. Alors, quand les enfants sont jeunes, est-ce que c'est plus difficile? C'est peut-être moins. Le nouvel adulte qui a une fonction parentale envers l'enfant si l'enfant a 1 an, 2 ans, 3 ans, ils vont apprendre à se connaître et peut-être relativement facilement s'adopter. On adopte plus facilement un enfant de 3 ans qu'un adolescent de 15 ans. Bon, et les familles recomposées, chacun a 3 enfants d'un côté adolescent, l'autre en a 3 un peu plus grands ou un peu plus jeunes.
Et puis ils s'amusent, entre guillemets, c'est pas un joli mot, mais ils ont envie d'en avoir un ensemble. Eh bien, c'est très difficile parce que ça augmente les rivalités fraternelles, ça augmente les rivalités, la façon de concevoir l'éducation. Mais ton fils, tu le laisses tout faire, mais ta fille, je la supporte pas, et ma fille n'aime pas, ta fille n'aime pas ma fille, alors comment fait-on? Et l'espèce de malheur, de pensée malheureuse que ces couples peuvent avoir, certains couples, ils vont acheter une grande maison, même avec en objectivant les choses, en rationalisant les choses, chacun sa chambre et chacun son indépendance. Ils veulent mettre tout le monde ensemble et ils veulent que tout le monde s'aime. Et l'amour, ça ne se commande pas, comme je disais au début. C'est une utopie, malheureusement. Comment s'adapter par rapport à s'adapter, ça exige une tolérance extraordinaire, d'accepter toutes les différences, mais en même temps, dans une vie où on va au boulot, où le soir il faut faire la cuisine, ranger la vaisselle, faire le ménage, s'il n'y a pas une ambiance un peu consensuelle, on n'y arrivera pas. On n'y arrive pas. C'est un peu une utopie, je trouve, de vouloir mettre... enfin, moi j'ai beaucoup de mal à travailler avec ces familles-là, parce que je rêve pour eux qu'ils gardent les frontières entre eux et d'attendre enfin, je ne sais pas jusqu'à quelle mesure il ne faut pas continuer à éduquer ses enfants seuls et puis reconstruire un nouveau couple mais sans les enfants, parce qu'on ne peut pas... Alors, pourquoi est-ce que ces familles veulent vivre ensemble? Est-ce qu'elles veulent reprendre les mêmes schémas d'avant, mais en mettant plus de monde? Mais il y a aussi les rivalités avec l'autre mère, avec l'autre père. Parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus souvent que les gardes sont alternés, une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Alors, l'enfant n'est pas forcément trimballé comme une valise, mais ça, c'est la grande question d'aujourd'hui. Oui. Parce que dans ce genre de couple, nous ne sommes pas à deux, nous sommes à quatre. Parce que voilà, il y a deux partenaires, il y a deux ex-partenaires qui sont présents malgré nous. Et puis si les couples sont jeunes, ils refont des bébés. Oui. Alors quelquefois les bébés, ça réunit tout le monde. C'est rare, je pense. Moi j'ai vu des choses catastrophes, enfin, où ces couples-là, ils ne peuvent pas reconstruire un couple, oui. Reconstruire une famille, je crois que c'est pas possible, ou difficile, avec des frères et sœurs qui n'en sont pas, avec des fratries qui ne sont pas des vraies fratries. Mais pourquoi pas, s'ils arrivaient à mettre des frontières, à garder certaines distances, à pas vouloir tout faire ensemble, à pas vouloir que tout le monde s'aime. Ah oui, on est allé en week-end et alors il y avait mes enfants et puis il y avait ses enfants à lui. Et ça s'est bien passé, mais c'est un miracle. Parce qu'en général, ça se passe pas bien. Et il faut pas rêver. C'est vrai que je pense que ce genre de relation, c'est très complexe. Je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment apprendre à construire nos vies de couple, nos vies de parents, de façon différente que vouloir reproduire absolument le modèle de papa, maman et les trois enfants. On est tenté de le faire, de reproduire le schéma de nos parents, de nos grands-parents. Oui. Mais ça demande... Dans notre société individualiste aussi, c'est aussi ça nous demande, ça exige de nous qu'on soit autonome dans la famille que j'ai construite et que j'ai pas besoin d'avoir l'autre s'il doit être et le père de mes enfants et mon homme et mon amant et mon amoureux et mon homme de ménage et voilà. On exige à chacun des membres de la famille de savoir tout faire, d'être l'ami, l'amant, le père, le frère, le confident. Il m'écoute jamais, je peux pas me confier, ça l'intéresse pas ce que je fais dans mon boulot. Donc on peut pas demander tout à la même personne. Moi je crois que c'est... oui, on peut, mais ça marche pas, quoi. On n'y arrive pas. C'est pas sûr. On n'a pas... Aujourd'hui,
tout le monde fait tout. Les femmes, elles travaillent, elles font les rôles. Tout le monde a les mêmes fonctions et les mêmes rôles. C'est vrai. Dans une entreprise, ça ne marche pas comme ça. Alors pourquoi une famille, ça marcherait comme ça? Une famille, c'est pas une entreprise. Il y a tous les enjeux affectifs. Et adopter les enfants des autres, je ne suis pas sûre que c'est facile. Je ne sais pas si vous avez une expérience, si vous avez des enfants ou pas, mais la question n'est pas là. Mais c'est pas toujours facile d'adopter nos propres enfants. En tout cas, il y a des périodes de la vie où on voudrait bien pas les voir pendant 8 jours. Et adopter les enfants des autres, la greffe se fait pas facilement. C'est exiger de nous beaucoup de choses qui sont un peu surhumaines. Mais savoir se frustrer, se priver, de ne pas tout avoir pour avoir une qualité de relation. Vous savez bien qu'on a d'autant... Il y a des personnes qu'on aime beaucoup et on a une belle qualité de relation parce qu'on ne vit pas avec elles. Si on se rencontre parce qu'on a du plaisir et des joies et d'être ensemble, on peut aussi partager des peines. Mais quand on se met à tout partager, chacun ayant pris de l'autonomie, de la personnalité, plus personne... dans les couples, il y a toujours des hommes qui obéissent à leurs femmes et des femmes qui obéissent à leurs hommes. Mais les rôles sociaux et les fonctions sociales, tout le monde fait tout. On veut que l'autre fasse les choses de la même manière que je l'ai fait. Mais c'est impossible. Non, je crois que c'est pas très possible. Et ces familles, elles ont une belle utopie, c'est une belle idée, mais je crois qu'il faut perdre les schémas anciens et en créer des nouveaux. Et comment à chacun aussi de trouver son schéma familial, parce qu'il n'y a pas un modèle unique. Et il y a plein. Aujourd'hui, les homosexuels se marient. C'est pas nouveau, mais c'est pas nouveau, c'est pas ancien. Je veux dire, c'est assez nouveau. Ça rajoute des modèles différents. Et quand les enfants viennent, quand deux hommes adoptent des enfants ou se font faire, entre guillemets, c'est pas joli comme expression, par assimilation artificielle, il y a des très belles réussites. On peut pas dire que... Enfin, je suppose, j'espère. Lui, j'ai vu il n'y a pas très longtemps un documentaire comme ça. Lui avait été par une assimilation, je ne sais plus comment ils avaient fait. Ils avaient trouvé une mère, chacun avait sa fille. Deux hommes mariés qui avaient chacun une fille, ils ont vécu la grossesse de leur fille avec une mère avec qui ils vivent pas, enfin forcément qui leur a... Alors je sais pas dans quel... C'était des Français, je sais pas comment ils ont fait ça par rapport à la loi française, etc. Je peux pas me lancer dans ce genre d'histoire parce que je connais pas ces histoires-là, la légalité et tout. Et pourquoi pas? Mais c'est quand même un peu révolutionnant. Enfin, moi qui suis née au XXe siècle, juste après la guerre, c'est pas évident de... Il y a beaucoup de changements, mais effectivement, on va dire les 50 dernières années. Ah, c'est énorme. Oui. Énorme. C'est tout un art, l'art de vivre les uns avec les autres. Ça demande beaucoup d'art, beaucoup de diplomatie, beaucoup d'autonomie, beaucoup de bienveillance, de fermeté aussi, de ne pas accepter n'importe quoi. Et voilà, ce sera un petit peu ma conclusion, quoi. L'art de vivre de façon la plus humaine, les uns avec les autres, les hommes avec les femmes avec les hommes entre eux, les femmes entre eux, avec les enfants, dans une société où beaucoup de choses sont possibles aujourd'hui sans avoir de modèle strict.